Salut et bienvenue au mystère de l'UNIL. Ici, on est au jardin de la Pelle. Moi, c'est Elena et on va découvrir ensemble qu'est-ce que la permaculture. Donc, pour cela, ne restons pas plantés là et découvrons ensemble notre équipe. Coucou tout le monde. Hello Elena. Moi je m'appelle Laure, j'ai 21 ans et je viens des domaines des sciences de l'environnement. Moi je m'appelle Oksana, je suis en psychologie et j'ai 21 ans. Et moi c'est Katia, j'ai 21 ans aussi, j'étudie la science politique et aujourd'hui on va vous montrer notre jardin. Donc c'est celui-là, suivez-nous. Donc là on est devant notre cabanon et avant de vous montrer un peu ce qu'on fait au jardin, on va poser quelques bases théoriques. L'agriculture, ça a été inventé il y a environ 9000 ans pendant la période du néolithique. Avant ça, les humains ils étaient chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'ils cueillaient les aliments qu'ils consommaient au fur et à mesure de leur déplacement. Et au fil du temps, ils ont commencé à ramasser des graines et à les planter. Ils ont sélectionné les graines qui provenaient des espèces qui fournissaient les plus gros fruits. Et de là, il y a eu tout un processus de sélection qui s'est enclenché. Et c'est comme ça qu'on a domestiqué les plantes pour qu'elles correspondent le mieux à nos besoins. À partir de là, il n'y a plus besoin de bouger pour se nourrir. Donc l'homme est devenu sédentaire, c'est-à-dire qu'il arrêtait de se déplacer, restait sur place. Et on appelle ça la révolution du néolithique. Mais du coup, depuis le néolithique, on a beaucoup évolué. Oui, l'agriculture a beaucoup évolué. Depuis, on utilise beaucoup d'appareils mécanisés. On a aussi recours aux tracteurs. Le progrès de la chimie nous permet aussi d'avoir des engrais. Il y a aussi des pesticides qui sont largement employés pour éliminer les plantes invasives qu'on ne cherche pas à cultiver. Et on a aussi sélectionné le mode de culture qu'on appelle monoculture, qui consiste à cultiver qu'une seule espèce sur des très grandes surfaces. C'est à peu près ce qu'on connaît aujourd'hui en majorité et c'est ce qui permet de nourrir globalement la plupart de la population sur Terre. Mais j'ai entendu que les pesticides, c'était pas très bon pour la terre. C'est vrai que c'est pas terrible. Les scientifiques pensent que ça a clairement des impacts négatifs sur l'environnement. Ça tend aussi à appauvrir la quantité de nutriments dans le sol sur le long terme, ce qui fait qu'on arrive à être moins productif, on a besoin d'en rajouter toujours plus et les impacts s'enchaînent comme une sorte de boucle. Et donc suite à ça, il y a eu tout un courant de personnes qui se sont intéressées à des façons de faire de l'agriculture plus respectable de l'environnement. Et c'est ce qu'on appelle la permaculture qui a émergé dans les années 70. Et donc l'objectif, c'est de créer des systèmes qui sont plus résilients et qui respectent l'environnement et la santé aussi. Donc qu'est-ce que c'est la résilience? La résilience, c'est le fait de se relever d'un problème et de continuer à fonctionner comme avant. Dans la nature, il peut y avoir des chocs comme des sécheresses, des incendies, des ouragans, des tempêtes, plein de choses. Mais le problème, c'est que quand on parle d'agriculture, il faut être résilient. C'est très important parce qu'on parle de notre nourriture et on aura toujours besoin de nourriture. Merci Katia pour la définition. C'est pour ça qu'en permaculture, on a plusieurs principes. Par exemple, on essaie de favoriser vraiment la diversité, de voir aucun objet, aucun élément comme déchet. Et puis surtout, on a une règle qui est assez immuable, c'est en fait qu'il n'y a aucune règle justement qui est stricte et qui est stable. La plupart du temps, il faut s'adapter à son contexte et beaucoup observer son terrain, faire attention à l'ensoleillement, à la pente, à la pluie, à tout ce genre de petits détails qui font qu'on pourra trouver les solutions les plus adaptées pour le terrain sur lequel on se trouve. Donc quand on parle d'observation, on parle aussi d'observer la nature. Et par exemple, la forêt, c'est un super modèle de résilience parce qu'après un feu, par exemple, elle se régénère et elle va naturellement tendre à redevenir une forêt. C'est à partir de ces observations que les permaculteurs ils ont aussi pensé à créer des modèles de culture qui incluaient les petits arbres, les arbustes et créer en fait des jardins-forêts sur différents niveaux qui permettent d'avoir plus de diversité au niveau des espèces, d'être favorable aussi à la biodiversité, d'accueillir beaucoup d'insectes, de servir de nichoir, tout en permettant d'avoir une grande diversité d'aliments qu'on peut consommer et cultiver. Alors maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir leur montrer. Mais très bonne idée. Du coup, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de comprendre que l'agriculture était quelque chose qu'on devait révolutionner, qu'on devait changer. Alors, à la permaculture, la logique, c'est qu'on va prendre la nature, on va l'observer, on va la comprendre et au final, on va l'imiter. Donc c'est dans cette philosophie-là qu'on a fait ce jardin ici. Donc en 2013, il y a un groupe d'étudiants de l'Université de Lausanne qui l'a créé, qui l'a designé
et avec ça, qu'il a séparé en zones. Et c'est dans cette logique-là qu'on va vous présenter le jardin, c'est-à-dire en zones. Donc la zone 0, c'est la zone où l'on va tout le temps, ça va être le cabanon et les bancs là-bas. Et la zone 5, ça va être la zone sauvage, où l'on ne va jamais. Ici, le zonage n'est pas très important puisque notre jardin est assez petit. Mais par exemple, si vous avez des plus grandes exploitations, comme un agriculteur célèbre qui s'appelle Sepp Holzer, il a un terrain d'environ 9 hectares, ce qui équivaut à 13 terrains de foot. Donc, pas moyen de se tromper, il faut garder les choses où on va plus souvent près de nous et les choses où on va loin de nous. Comme on a expliqué, la zone 0 est la zone qu'on fréquente le plus souvent. C'est-à-dire chez nous, ça va être le cabanon et les bancs. Donc les bancs parce qu'on va venir s'y réunir, discuter, faire des réunions, parler du design du jardin, etc. Le cabanon va être l'endroit où on va justement tout stocker notre matériel, par exemple une pelle, un arrosoir, tout le matériel pour faire des semis, etc. Ici, on n'a pas de tracteur, rien n'est motorisé, on fait tout à la main. Donc les chemins sont en gros faits et marqués avec des copeaux qu'on est en train de recouvrir actuellement. Et grâce au bois qui est dégradable et qui se décompose, il va en fait nourrir le sol et se l'enrichir. Le sol est d'ailleurs un écosystème géant qui abrite une interaction de milliers et de milliers d'espèces qui communiquent. Les vers de terre par exemple, qui sont dans le sol. C'est cette vie souterraine qui va faire que tous les végétaux vont pouvoir pousser. Et c'est pour que notre sol, notre jardin est rarement à nu, c'est-à-dire sans aucune plante, parce que ça le détruit. Il est aussi très important de marcher sur les chemins et non pas sur les cultures ni sur les plantes parce que notre poids va tuer les plantes et va tasser le sol, ce qui n'est pas bon non plus pour lui. Donc ici, on se trouve dans la zone 1, c'est-à-dire la zone qu'on va cultiver le plus dans notre jardin. Donc on a des annuelles et on a des vivaces. La différence en cette plante, c'est qu'une annuelle, elle va vivre pendant 1 à 2 ans, tandis qu'une plante vivace va vivre beaucoup plus longtemps. Donc, si vous avez bien suivi, les plantes vivaces, c'est ça qu'on aimerait avoir, parce qu'elles durent très longtemps. Par exemple, ici, on a un chou perpétuel qui s'appelle, et on peut le manger. Donc, je prends une feuille, je la mange, et le chou va continuer à grandir. Donc ici, on a un chou qui est très intéressant. On a de l'ail, qui est un autre point très important du jardin, car chez nous, on a des mulots. Et l'odeur en gros de l'ail va repousser les rongeurs et faire qu'on aura moins de rongeurs qui vont manger nos cultures dans notre jardin. Donc ici on est dans la zone 2, donc on y va de temps en temps mais pas toujours quand même. Donc ici c'est une spirale aromatique et on y va quand même de temps en temps comme j'ai dit pour désherber. Donc on a par exemple la cardamine qui est une plante qui se reproduit quand on la touche et qui va faire exploser ses graines et qui va du coup se répandre partout. Donc celle-là on l'arrache. Par contre, tout le reste qu'on a envie de garder, et du coup on plante des plantes aromatiques, c'est-à-dire pour épicer un peu vos plats. On a par exemple de l'origan, du thym, de la lavande et même de la santoline. Donc ici on est dans la zone 3, c'est-à-dire qu'ici on va avoir toute une allée fruitière qui va partir du fond du jardin, qui va aller là et qui va faire tout le tour. Donc l'idée c'est d'entourer le jardin avec différentes hauteurs. C'est très important d'avoir différentes hauteurs dans notre jardin pour justement jouer avec les ombres, les cachettes pour les animaux, etc. Donc ici, on va avoir tout ici un massif de framboises, on va avoir de la sauge, on va avoir des raisinaits, du cassis, un mirabellier, des pommiers, de la vigne, etc. etc. Ici, on est dans la zone 5, c'est-à-dire qu'elle va être plus sauvage et humide. On va aller pas très souvent. Ici, on a la mare et on a toute une zone humide. Donc dans la mare, on a une biodiversité qui est beaucoup plus grande que dans la normale. Par exemple, on a des tritons qui vont être là et qui est une espèce qui est en voie de disparition. Aussi, ça peut permettre à d'autres animaux, comme les abeilles qui sont dans la ruche d'à côté, de venir boire l'été quand il fait trop chaud. Mais c'est aussi une grande opportunité pour nous pour pouvoir arroser le reste du jardin. Juste ici, avant, on avait une ronce qu'on a dû couper à cause des barrières, mais qui va sûrement repartir l'année prochaine. Ce qui est très intéressant avec notre jardin, c'est qu'il est très dynamique. Et oui, il est plein de surprises.
comme par exemple le cassis qui se ressème, ou alors des plantes qui prennent le dessus sur d'autres. Il faut être donc très à l'écoute de notre jardin. Bon, je vous ai tout présenté ce que je savais. Allons voir Katia qui va nous dire encore quelques mots. Donc voilà, on vous a montré notre jardin, le jardin de la Pelle cet après-midi. Donc nous, ce qu'on fait ici, c'est... On n'essaie pas de produire comme dans une ferme. Ce qu'on fait ici, c'est apprendre à faire de la perma et en parler aux gens. Est-ce qu'on pourrait nourrir toute la planète avec de la perma? Ça, c'est une grande question. Mais il faut de toute façon changer notre façon de produire notre nourriture. On met trop de pesticides, on utilise trop de machines, il faut changer tout ça. La perma, c'est pas un objet que tu peux toucher, c'est plus une logique. Donc finalement, tu peux en faire partout. Donc tu peux commencer aussi, toi, par regarder la nature, les feuilles, les insectes que tu vois autour de toi. Ça commence par là. Maintenant, c'est fini pour nous. On a été très heureux de vous montrer notre jardin. Et si vous voulez des informations, vous pouvez aller voir sur notre site internet. Mais d'ici là, n'oubliez pas de rester curieux et à bientôt à l'Université de Lausanne. Bye bye. Ciao. Bye, ciao. Et venez avec moi pour découvrir tout ça ensemble avec mes collègues. Ouais, presque. C'est le fait de se... Les plantes qui étaient les plus grandes, les plus... enfin, les plantes... je suis désolée. Oui. Qu'on soit sédentaire et donc qu'on habite sur l'endroit où... Ah non, je me suis complètement plantée, je recommence. On ne va pas aller contre la nature, mais justement à l'inverse, on va l'observer, la comprendre et l'imiter. Ah purée, j'ai un blanc.